De l'événement que j'ai proposé aujourd'hui au CIDM, c'est de mettre en avant une monnaie qui a été créée en 2017, mais théorisée dans les années 2010, qui propose en fait d'être autonome, d'être décentralisé et d'être équitable entre tous ses membres. Donc l'un des éléments centraux de cette monnaie, c'est la création monétaire qui est décentralisée et qui est créée chaque jour par individu. Pour des raisons de stabilité de la monnaie, pour éviter qu'il y ait de la centralisation, pour éviter par exemple, qu'est-ce que j'entends par centralisation, qu'il y ait un organisme, un État qui prenne le contrôle de la monnaie au détriment des autres, comme on le voit avec les monnaies finalement basées sur dette, comme l'euro, le dollar, le yen, etc. Il y a eu des logiciels de créer et des règles qui ont été édictées pour pouvoir respecter cet aspect équitable entre tous les membres. Donc cette monnaie, elle est dite monnaie libre. Elle a été théorisée dans les années 2000-2010 par Stéphane Laborde, qui a écrit une théorie sur le sujet. La théorie relative de la monnaie, donc son ouvrage, son PDF aussi disponible en ligne, il est assez technique. C'est quelqu'un qui est plutôt mathématicien de son état. Donc pour les gens qui ont vraiment envie d'aller au fond des choses au niveau mathématique et technique, ils peuvent se renseigner sur le sujet. Je ne vais pas faire un exposé sur cet aspect-là. L'idée, c'est de bien comprendre l'intérêt de cette monnaie. En fait, elle permet à des personnes qui ont envie d'intégrer une économie avec cette monnaie de la co-créer, d'être libre et autonome dans la création monétaire, ce qui évite des phénomènes, comme on a pu observer au cours de l'histoire avec les monnaies centralisées sur dette, des phénomènes d'assèchement monétaire, des crises financières, notamment liées à de la spéculation et de la thésaurisation. Donc la thésaurisation, si vous ne savez pas ce que c'est un accaparement de la monnaie qui est volontaire, qui est une accumulation de monnaie et qui, dans certains cas, quand ça prend des proportions énormes, peut déclencher des crises financières, des famines, des guerres civiles, etc. La plupart des peuples, quand ils sont confrontés à une situation d'extrême tension vis-à-vis de la monnaie, cherchent des solutions. C'est le cas, on a déjà eu ça au Venezuela, ça s'est fait aussi en Autriche. Le souci, souvent, c'est qu'il y a un contrôle très très fort sur les monnaies et un empêchement des peuples à, finalement, être autonomes vis-à-vis de ça. À une époque, c'est un peu moins le cas maintenant, mais à une époque, tuer un roi et créer de la fausse monnaie, c'était à peu près la même équivalence en termes de gravité du crime. Donc là, l'idée de la monnaie libre, c'est d'arriver à proposer une solution technique qui permet à tout un chacun, volontairement, d'intégrer un réseau de personnes qui donc co-créent ensemble, c'est-à-dire individuellement, au sein du réseau, une monnaie qui permet ensuite d'irriguer une économie et de faire des échanges de biens et services. La façon dont cette monnaie est co-créée, elle est créée donc chaque jour par individu reconnu au sein du réseau. Chaque jour, on crée ce qu'on appelle un dividende universel, donc ça concerne vraiment les membres de la monnaie. Pour des raisons de sécurité, il y a besoin pour ce réseau de certification mutuelle, pour que les personnes se reconnaissent comme étant au moins une personne unique et un minimum honnête et fiable et présent au sein de l'économie. Il y a des détails qui sont affichés de ce côté-ci, vous pourrez les consulter ensuite. Et ce qu'on appelle un dividende universel est donc ce qui est co-créé chaque jour. Pour des raisons d'équité, ce dividende universel, il évolue dans le temps. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais il y a un calcul mathématique qui a été fait pour essayer de trouver la création monétaire idéale pour que, par exemple, quelqu'un qui est là depuis le début ou quelqu'un qui arrive maintenant au sein de la monnaie, au sein du réseau, ni l'un ni l'autre ne soit favorisé l'un par rapport à l'autre, qu'on reste vraiment dans un équilibre et une équité au niveau de la création monétaire. Concrètement, comment ça se matérialise? Il y a deux logiciels principaux à mémoriser. Il y a un logiciel qui s'appelle Juniper qui s'occupe vraiment de calculer la monnaie, qui lui est décentralisé. Il est libre, ça veut dire qu'on peut consulter son code, on peut le modifier. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un accaparement de la monnaie par les développeurs eux-mêmes, parce que ça, c'est un risque aussi, un risque technique. Donc le logiciel est ouvert, open source, est libre, on peut le réutiliser, on peut le consulter. Il est décentralisé pour éviter qu'il n'y ait qu'un seul serveur qui gère toute la monnaie et que celui qui a les clés du serveur, en gros, décide à un moment donné d'en faire autre chose, ou de se l'accaparer. Et il y a un logiciel qui s'appelle Cesium, dont je parle principalement parce que c'est le plus simple, qui permet de gérer des comptes en monnaie libre. La monnaie libre, à l'heure actuelle, on l'appelle la June, parce qu'en fait, c'est une occurrence de la théorie de la monnaie libre. C'est un terme, voilà, la June, c'est un terme courant qu'on commence à utiliser de plus en plus. C'est l'équivalent comme si on disait euro, là on parle de June pour la monnaie libre. Les comptes, il y en a de deux types.
Donc on peut les créer et les gérer avec Cesium. Donc ça, c'est une application qu'on trouve sur smartphone, Android, et aussi en extension sur le navigateur Firefox, qui est aussi un logiciel libre d'ailleurs. Il y a deux comptes différents. Il y a ce qu'on appelle des comptes portefeuille qui ne co-créent pas de monnaie, on peut en créer autant qu'on veut, et y compris si on n'est pas membre du réseau, qui permettent d'encaisser de la monnaie et d'en dépenser. C'est très pratique pour les gens qui découvrent la monnaie libre, n'ont pas encore énormément de contacts, n'ont pas encore énormément d'opportunités de certification. Je vais vous expliquer ensuite de quoi il s'agit au niveau des certifications. Les comptes portefeuille sont aussi utilisés par des associations et des entreprises pour avoir des comptabilités séparées ou des comptes tout simplement séparés, qui permet aussi de faire une communication sur le sujet. Par exemple, un producteur de légumes, un producteur d'huile essentielle, miel, etc. Le compte membre, c'est un peu plus délicat. En fait, c'est vraiment le compte membre qui va co-créer la monnaie. L'idée, c'est d'avoir un compte membre par personne, qui souhaite en avoir un, bien sûr, puisque c'est une monnaie libre, on ne l'impose pas. Et il demande au moins 5 certifications dans un délai de 2 mois après sa création. Pourquoi est-ce qu'il y a ce système? Ça paraît un peu compliqué, mais en fait, ça a été mis en place pour éviter, comme vous le savez peut-être que sur Internet, il y a énormément de choses qu'on peut automatiser et énormément d'interactions qui ne sont pas faites par des humains, mais par des machines, des robots. C'est pour éviter qu'on se retrouve avec, par exemple, un robot qui va créer en masse plein de comptes, et ensuite pourra décider par majorité la façon dont la monnaie va être utilisée. Pour éviter ça, on passe par l'humain. On n'a pas le choix, c'est ce qu'on appelle une toile de confiance, donc un réseau de confiance de proche en proche, où les personnes se certifient mutuellement pour s'assurer que donc c'est bien une personne qui a l'air honnête, qui a un seul compte co-créateur de monnaie, et ensuite on pourra échanger avec lui. L'idéal, c'est d'avoir aussi des économies assez locales pour continuer de côtoyer les gens assez régulièrement. S'il n'y avait pas cette loi, s'il n'y avait pas cette contrainte de certification, en fait, un robot pourrait créer plein de comptes, créer plein de monnaies et ensuite déséquilibrer complètement l'économie. Donc, tout a été pensé pour éviter ce genre de scénario. De la même façon, la toile de confiance ne peut pas grandir trop vite. Il y a des lois qui ont été instituées dans cette toile de confiance, donc dans ce réseau de membres cooptés, pour éviter, par exemple, qu'il y ait un petit groupe qui commence à déséquilibrer la toile de confiance et s'accapare la monnaie parce qu'ils se certifient entre eux avec des intentions malveillantes. Donc ça, c'est pas lié à la monnaie libre à la base, mais c'est plus dans l'implémentation pour être sûr que, en gros, tout se passe bien, que ça nous échappe pas, qu'on reste sur quelque chose d'équitable et durablement. Pour devenir membre, donc il faut créer un compte, dans l'idéal sur Cesium, mais il faut aussi se faire certifier. Il y a 5 certifications qui durent de mémoire 2 ans et qui sont à renouveler. Donc, pourquoi il faut les renouveler? Parce que les réseaux évoluent. Des fois, il y a des gens qu'on rencontre et qu'on perd de vue, mais il y a aussi des gens qui décèdent. Et donc, par exemple, si on n'a pas accès à leur compte, le compte, c'est important qu'il soit à un moment donné évacué du réseau parce que c'est une personne qui n'existe plus. La création de monnaie, elle est vraiment basée sur l'individu vivant. Elle a été calculée en considérant un individu avec une espérance de vie de 80 ans. Voilà. Donc ça correspond à notre société. On peut imaginer des sociétés où si l'espérance de vie est de 60 ans, ils puissent créer leur propre monnaie libre avec d'autres critères. Voilà. C'est des choses qui s'ajustent aussi en fonction des communautés. Qu'est-ce que ça déclenche la monnaie libre quand on crée une économie à partir de ce type de monnaie? On a des exemples à l'heure actuelle puisqu'elle est en circulation depuis 2017. On constate que globalement, il n'y a pas d'assèchement monétaire, il y a une certaine détente vis-à-vis de la monnaie, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un stress de remboursement de dette ou d'inquiétude de manque, vu qu'il y a une co-création quotidienne décentralisée. Et donc les gens, globalement, se concentrent sur quelle valeur je peux apporter à la communauté dans laquelle j'évolue. Ce qui est intéressant, c'est que ça amène aussi une évaluation des prix qui est différente de l'euro, parce qu'en fait, on n'est plus dépendant finalement d'un système qui crée des prix et des mouvements monétaires assez artificiels, voire très massifs et assez dommageables. Mais là, on peut vraiment avoir l'opportunité d'être très autonome dans la manière dont on crée notre économie, dont on fixe nos prix, dont on valorise les choses. Et l'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de l'agriculture, où avec énormément de financement artificiel, PAC, etc., financement d'Europe, on se retrouve dans les supermarchés avec des prix extrêmement bas pour des produits qui, en théorie, et en tout cas c'était le cas il y a plus de 50 ans, en proportion des autres valeurs de prix quotidiennes, étaient beaucoup plus élevés. Et avoir un poulet à 5 € dans un supermarché, c'est pas normal en fait. Voilà, c'est des choses qui ont été amenées d'une manière artificielle. Donc là, avec la monnaie libre, on a l'opportunité en fait de
de réattribuer une autre valeur aux choses en fonction de ce qui nous semble valorisable, et en fonction des gens, ça peut changer. Il y a des gens qui vont davantage valoriser l'alimentation, peut-être d'autres les vêtements, peut-être que certains vont valoriser le miel, mais certains n'en mangent pas du tout. Donc voilà, chacun va pouvoir aussi exprimer des prix et des achats en fonction de ce qu'il valorise. Et concrètement, qu'est-ce qu'on observe? En fait, le jeu de l'offre et la demande et des économies locales, parce que c'est souvent local, fait qu'il y a des prix qui se fixent un peu dans le temps, en fonction de la densité aussi, bien sûr, des producteurs, qui des fois n'ont pas de correspondance particulière avec l'euro, parce que les gens se sont autonomisés par rapport à la valeur d'un produit ou d'un bien ou d'un service. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? On a d'un côté ce qu'on appelle donc les junes, qui sont la valeur absolue de la monnaie créée. Et au départ, elle est créée chaque jour à l'équivalent de 10 junes par personne. Les 10 junes, c'est arbitraire, c'est une décision qui a été prise à l'origine. Et pour s'assurer que quelqu'un qui est là depuis le début, comme c'est mon cas par exemple, et qui est là, qui vient d'arriver, il n'y ait pas de favoritisme de l'un par rapport à l'autre, ce qu'on crée chaque jour, qu'on appelle un DU, dividende universel, et qui à la base vaut 10 junes, est réévalué tous les 6 mois aux équinoxes, un peu à la hausse. En fait, ça suit une courbe exponentielle. Donc, en valeur absolue, il y a une inflation qui est contrôlée, par contre, elle est mathématiquement fixée. Et je parlais des DU tout à l'heure, notamment pour exprimer les prix, parce que ça permet, quand on exprime les prix en DU, en fait, de fixer les choses, et il n'y a pas d'inflation ni de déflation. C'est un peu de technique à ce niveau-là. C'est pas fait exprès, c'est vraiment parce que ça permet de garder une équité dans le temps entre les membres. Voilà. Et donc, quand on est producteur, quand on présente des prix, c'est préférable de parler en DU, parce qu'on n'a pas besoin de réévaluer à la hausse tous les 6 mois nos prix. On reste sur un prix fixe, on a décidé par exemple 5 DU. Alors après, ça peut évoluer en fonction de l'offre et de la demande, mais après, on n'est pas dans la monnaie. C'est en fonction de l'économie et des producteurs locaux. Est-ce que c'est clair? Ça commence. Ouais.